Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui j'ai décidé de vous reparler à nouveau d'astéroïdes, mais cette fois-ci je vais faire un truc un petit peu différent. Je vais sortir le gros calibre. J'ai longuement abordé le sujet des astéroïdes sur ma chaîne. J'ai fait 3 vidéos les présentant, parlant de ses origines, de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, de la possible colonisation mais très peu probable de ces mêmes astéroïdes. J'ai aussi dénoncé l'attitude de certains journalistes qui écrivent des articles de merde. J'ai aussi expliqué pourquoi est-ce que certains journalistes continuent d'écrire des articles de merde sur les astéroïdes, etc., etc. Mais aujourd'hui je vais partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Les astéroïdes, en particulier les géocroiseurs, c'est-à-dire les corps célestes qui croisent l'orbite de la Terre dans l'espace, sont souvent source de peur pour le grand public, ou en tout cas pour les gens qui ne s'intéressent pas trop à l'astronomie en général. C'est sûr qu'avec l'impact de Chicxulub au Mexique, résultat du bolide de 14 km qui a percuté la Terre il y a 66 millions d'années, ou bien la comète Shoemaker-Levy 9 qui a percuté Jupiter en 1994, avec des images qui ont fait le tour du monde, un astéroïde ou une comète, c'est pas juste un truc qui passe dans le ciel, c'est aussi une source d'angoisse et de menace pour pas mal de monde. Rassurez-vous cependant, ce genre d'événement est assez courant dans l'histoire de la Terre. Notre planète est régulièrement visitée par des corps étrangers qui ont le malheur de venir la percuter. Il faut cependant rétablir 2 choses. La première, c'est que quand on parle de régularité, on parle à l'échelle de l'histoire de la Terre, pas à l'échelle de l'histoire de l'homme. Et à l'échelle de la Terre, justement, ça se compte en millions d'années. Ce que je veux dire par là, c'est que l'impact de Chicxulub il y a 66 millions d'années, pour la Terre, c'était il y a une semaine. Et deuxième chose à savoir, ce n'est pas parce que ça arrive régulièrement dans l'histoire de la Terre que tous les impacts sont similaires. À l'époque de la formation de la Terre, le système solaire était chaotique. Notre planète recevait des énormes cailloux dans la gueule, ainsi que des planétoïdes, et ce de manière très régulière. Cette situation a continué pendant plusieurs centaines de millions d'années, avant que les gros cailloux de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre se fassent de plus en plus rares. Aujourd'hui, le système solaire est toujours un petit peu chaotique, mais beaucoup moins qu'avant. L'ambiance est beaucoup plus calme, et les rares moments où il y a un risque d'impact ne sont que des astéroïdes qui passent près de la Terre, qui s'en approchent, mais qui ne va pas non plus la frôler. Comprenez par près comme plusieurs de dizaines de milliers de kilomètres à plusieurs fois la distance Terre-Lune. Sachant que la Terre a un diamètre de 12 752 km, le calcul est vite fait, c'est pas non plus une catastrophe. Et je le rappelle, au-delà de la Lune, quand on parle à 5, 10, voire même 15 fois la distance Terre-Lune, et déjà la Lune, c'est loin, là on ne parle plus en dizaines de milliers ou en centaines de milliers de kilomètres, là on parle en millions de kilomètres. Et quand vous avez un gros caillou de 50 mètres de diamètre qui passe à 20 fois la distance Terre-Lune, ça va, c'est pas l'apocalypse et je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes anciennes vidéos. Cependant, ça veut pas dire qu'on est totalement hors de danger. Le risque zéro, ça n'existe pas. La dernière menace entre guillemets en date fut la dislocation d'un astéroïde d'environ 10 000 tonnes au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk en 2013. Vous connaissez à peu près tous cet événement, tant il est aujourd'hui culte et massivement diffusé dans les médias, en particulier sur internet. Le bolide n'était pas suffisamment massif pour entrer en collision avec le sol. Il n'y a pas eu d'impact, parce que l'atmosphère terrestre l'a suffisamment freiné et chauffé pour qu'il se disloque de lui-même. Et après, on a retrouvé des débris un peu partout aux alentours. Cet événement ne fit heureusement aucun mort. Par contre, environ 1 millier de blessés, des dégâts matériels, de la casse, bref, des conséquences. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que la peur des météorites prit définitivement tout son sens. L'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994 a impressionné un peu tout le monde, mais c'était sur Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est aussi un petit peu son job de capturer des comètes ou des astéroïdes dans son influence gravitationnelle pour éviter justement qu'elles rentrent dans le système solaire intérieur, à savoir l'orbite des planètes telluriques. Et puis Jupiter, c'est loin, vraiment très loin, c'est à 520 millions de kilomètres de la Terre, quand elle est au plus près, Parce que quand elle est au plus loin, quand elle est derrière le Soleil par rapport à nous, la Terre, là, la distance se compte en milliards de kilomètres. La différence entre cet événement et Tcheliabinsk, c'est que Tcheliabinsk, c'est une ville, avec des êtres humains, sur Terre. La menace était réellement sous nos yeux, enfin, sous les yeux des Russes plutôt.
On a aussi l'événement de la Tunguska, une situation similaire, mais beaucoup plus violente que celle de Tcheliabinsk. Néanmoins, elle n'a pas eu d'impact populaire, on s'est rendu compte de l'événement des années plus tard, parce qu'au moment des faits, nous étions en 1908, en Sibérie. Il n'y avait pas énormément de monde à l'époque et une grande partie du territoire était encore inconnue. Alors que l'incident de Tcheliabinsk en 2013 est survenu à la même époque qu'Internet, les réseaux sociaux, la presse, la télévision, etc. Et comme aujourd'hui, en particulier sur Internet, n'importe qui peut donner son avis sur n'importe quoi, forcément, ça s'emballe un peu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu réellement fleurir dans la presse et en majoritairement sur Internet des articles sensationnalistes dans l'unique but de faire peur aux gens ou de faire du clic, en prétextant que parce qu'un astéroïde s'approche de la Terre, alors il serait forcément dangereux. Vous savez, des trucs qui viennent de l'espace pour arriver sur Terre, ça arrive tous les jours. En traversant l'espace, notre planète bleue est confrontée à des poussières et des cailloux qui lui tombent sur la gueule sans qu'on s'en rende compte, parce que cela ne représente aucun danger pour nos vies. Et c'est comme ça depuis des millions d'années. Les événements de type Tcheliabinsk ou Tunguska sont assez rares et ne reflètent absolument pas la réalité des faits. C'est une exception à la règle, ça ne veut pas dire qu'on se prend un gros bolide tous les 2 semaines. Nous n'avons donc plus là à de la peur, mais à de la paranoïa. Des gens persuadés que le ciel risque de leur tomber sur la tête à chaque fois qu'un astéroïde de 50 mètres passe à 20 fois la distance Terre-Lune. Si on n'en parlait pas justement dans les médias, ou si on arrêtait de faire des articles sensationnalistes dessus, je peux vous parier que ça ne changera strictement rien aux vies des gens. S'ils ne s'en rendent pas compte, alors ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Cependant, et c'est là où j'en arrive au point principal de la première partie de cette vidéo, est-ce que c'est vraiment de leur faute ? Est-ce que c'est la faute du grand public d'avoir peur ? Eh bien... pas tellement. Il existe un terme pour décrire certains astéroïdes qui passent près de la Terre. On les appelle les géocroiseurs potentiellement dangereux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme potentiellement dangereux veut simplement dire que la probabilité de collision entre un astéroïde et la Terre est strictement, mathématiquement, non nulle. Le risque est strictement au-dessus de 0. Donc on parle mathématiquement de potentiel danger. Le risque 0 n'existe pas, je l'ai déjà dit auparavant. Mais ce n'est pas parce que c'est le cas que forcément la probabilité de collision est élevée. Dans la majorité des cas, les chances sont tellement faibles qu'elles en deviennent négligeables, y compris les gros bolides ou les gros astéroïdes connus comme Apophis. Sauf que le terme potentiellement dangereux, vu qu'il est mathématique et statistique, il est d'abord émis par les agences spatiales ou par les groupes d'astronomes. C'est un peu normal que certaines personnes qui ne comprennent pas l'astronomie ou qui ne s'y intéressent pas peuvent avoir peur. Et c'est aussi normal d'avoir des articles qui parlent de potentiellement dangereux et qui sont pas forcément sensationnalistes. On a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Même si bon, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des articles de merde dans l'unique but de faire peur. Et ça, c'est tout de suite problématique. Mais j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, je vais pas me répéter, allez les voir si ça vous intéresse. Enfin, finissez cette vidéo et ensuite allez les voir, parce que voilà, c'est important de regarder la vidéo jusqu'au bout. Le watch time, tout ça, c'est important pour l'algorithme YouTube. Comme ça, je fais plus de vues, je gagne plus d'argent et je peux plus facilement aller aux Bahamas avec l'argent des abonnés. Sinon, ça va, vous ? Mais alors, si la Terre a été régulièrement frappée par des gros cailloux, des astéroïdes, des bolides, même des planétoïdes lors de la formation du système solaire, on devrait donc avoir des cratères un petit peu partout à la surface. Sauf que, bon, c'est plus compliqué que ça. On peut faire un rapprochement avec la Lune. Si notre satellite compte autant de cratères visibles à sa surface, c'est parce qu'il n'y a ni atmosphère, ni activité géologique. Les cratères restent donc intacts pendant des milliards d'années. La différence avec notre planète, c'est qu'elle a une atmosphère, de l'eau, des phénomènes d'érosion, etc. Il est donc très difficile de dénicher un cratère datant de plusieurs milliards d'années à sa surface. Et quand on en trouve, on tombe parfois sur de fausses pistes. Laissez-moi vous présenter la structure de Richat. C'est une immense structure géologique au plein centre de la Mauritanie avec des cercles de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. On l'a même surnommé l'œil de l'Afrique. Et en plus, cette structure est facilement visible depuis l'espace. Pendant longtemps, on a cru que l'œil de l'Afrique, ou la structure de Richat dans son nom originel, était le vestige d'un cratère d'impact venant d'un bolide qui aurait percuté la Terre il y a des milliards d'années. On s'est rendu compte finalement, et assez récemment en plus, qu'il s'agit là d'un immense phénomène volcanique, donc d'origine bien terrestre, datant d'à peine
100 millions d'années. Mais si vous recherchez de l'authenticité, de la qualité, vous pourrez toujours apprécier le dôme de Vredefort en Afrique du Sud. Il s'agit là du plus gros vestige de cratère de la Terre, d'un diamètre de 300 km et vieux de plus de 2 milliards d'années. Et son origine provient bien d'une météorite. Bon, c'est joli tout ça, mais nous ce qu'on veut c'est des cratères, pas des vestiges de cratères. Le dôme de Vredefort par exemple n'est pas un cratère bien défini comme celui d'un volcan, pas avec un trou profond, etc. Nous ce qu'on veut, enfin ce que je veux, c'est un beau cratère, bien propre, bien conservé, jeune, et qui apporterait la preuve ultime que malgré le calme ambiant du système solaire à l'heure actuelle, il y a quand même des bolide qui viennent percuter la Terre de temps en temps. Eh bien, si on cherche, on trouve ça. Les images que vous voyez nous proviennent tout droit de l'Arizona aux États-Unis. Bienvenue à Meteor Crater, au beau milieu du désert, à plus de 1700 mètres d'altitude. Ce cratère est gigantesque. Pas aussi gigantesque que les vestiges de cratères comme le dôme de Vredefort, mais disons qu'il pousse la barre assez haut. Il fait 1400 mètres de long pour plus de 190 mètres de profondeur. Vous pouvez facilement mettre les 2/3 de la tour Eiffel à l'intérieur. Meteor Crater est le résultat de la collision entre la Terre et une météorite d'environ 50 mètres de diamètre et pesant environ 300 000 tonnes. Ce gros caillou cosmique a percuté le désert de l'Arizona à une vitesse de plus de 10 km par seconde. C'est rapide. C'est très très rapide. C'est bien plus rapide que la vitesse ambiante de la Station Spatiale Internationale, en orbite autour de la Terre par exemple. Le cratère est incroyablement bien conservé. En même temps, dans un désert comme celui de l'Arizona, il y a assez peu de chances que l'érosion fasse en sorte de le faire disparaître ou au moins de le changer radicalement. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que Meteor Crater provient de l'impact d'une météorite. Mais à l'époque de sa découverte, le débat était encore ouvert. Cela fait à peu près 250 ans que l'homme le connaît, mais ce n'est qu'à partir du 19e siècle que l'on commença sérieusement à se poser des questions sur son origine. À l'époque, la thèse d'un impact d'une météorite relevait du superflu, parce qu'à l'époque, les connaissances dans ce domaine étaient très limitées. On se tourne alors vers l'hypothèse la plus crédible, le volcanisme. En regardant le cratère, on a tôt fait de penser qu'il s'agit là d'un cratère d'un volcan. Sauf que non. Il y a de l'activité volcanique en Arizona, mais pas vers Meteor Crater. Les choses changent cependant en 1903 lorsqu'un homme d'affaires nommé Daniel Morrow Barringer suggère l'idée que ce cratère pourrait être le résultat d'un impact entre la Terre et une météorite. Bon, les gens le prenaient un petit peu pour un con. Parce que, voilà. Pour étayer ses propos, il va donc acheter le cratère, parce que YOLO, ainsi que la propriété qui se trouve tout autour. Et oui, à l'époque, on pouvait faire ça parce que la propriété ainsi que le cratère n'appartenaient pas à l'État de l'Arizona, ni au gouvernement fédéral des États-Unis d'ailleurs. Alors, t'as fait quoi, toi? T'as fait des courses? T'as acheté des courses? Ah ouais. Oh, non, moi, tranquille, moi, j'ai acheté un cratère. Voilà, c'est un gros, profond et tout, enfin, ouais, la vie est incroyable. La vie est incroyable. C'est magnifique. Barringer pense que les débris de la météorite sont un petit peu partout autour et en dessous du cratère. Il va donc faire des recherches avant de publier plus tard un article pour prouver ses dires. Le problème, c'est que son article, c'était un petit peu de la merde. Rien n'a été réellement prouvé, rien n'a été réellement trouvé non plus, donc peu de gens le croient. Et je vous le rappelle, de toute façon, à l'époque, les connaissances sur les météorites, les astéroïdes et les impacts entre la Terre et d'autres objets dans le système solaire, on n'y connaissait vraiment pas grand-chose. Barringer ne va cependant pas se décourager et va chercher pendant près de 25 ans, putain, 25 ans, un quart de siècle. Le mec, il était motivé, quoi. 25 ans, des traces de la météorite, à savoir des roches de fer. Le gars va quand même creuser jusqu'à 400 mètres en dessous du cratère pour essayer d'en ressortir des roches supposées non terrestres. 400 mètres. Le mec, il creuse un puits de 400 mètres sous le cratère. Voilà, chacun ses passions. Malgré sa dévotion et sa motivation à trouver quelque chose, il ne va jamais réussir à prouver son hypothèse. Il meurt en 1929 et laisse à sa descendance la propriété de son terrain. Arrive maintenant un second protagoniste du nom d'Eugene Shoemaker. Oui, le même Shoemaker à qui on doit le nom de la comète qui a percuté Jupiter en 1994. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Tout est lié. Shoemaker ne va cependant pas proposer une autre hypothèse.
Il est d'accord avec Behringer, que ce soit un impact venant d'une météorite. Cependant, il va s'y prendre d'une autre manière. Et puis, on est dans les années 1960, on a fait quand même beaucoup de progrès en ce qui concerne les météorites, les astéroïdes, etc. Shoemaker va montrer que Behringer n'utilisait pas la bonne méthode. Il s'y prenait mal pour étayer ses propos. Shoemaker a une certaine expérience dans les cratères puisqu'il a passé pas mal de temps à analyser les cratères provenant des essais atomiques dans le désert américain. Mais la différence avec les météores cratères, c'est qu'il ne trouve pas de fer lié à la météorite, comme le suggérait Behringer, mais plutôt des formes de quartz. Cependant, ces morceaux de quartz n'apparaissent pas comme ça par magie. Ils ne peuvent se former qu'à la suite de températures et de pressions extrêmement fortes. Et une éruption volcanique ou une bombe nucléaire, c'est largement insuffisant pour permettre une température aussi élevée. Mais alors, quel phénomène pourrait créer justement ces formes de quartz ? Tiens, voyons voir, sachant que nous sommes sur une vidéo qui parle d'impact de météorites. C'est pas facile. Comprenez bien qu'un caillou d'environ 50 mètres de diamètre qui percute la Terre à 36 000 km/h, ça libère une quantité d'énergie phénoménale. Vraiment. Ainsi que des températures extrêmes. Bon, ok, Shoemaker a réussi à prouver que ça venait d'une météorite, dans l'espace. Et le quartz est le résultat de l'impact. D'accord. Mais qu'en est-il des morceaux de la météorite en elle-même ? Et oui, où sont-ils ces fameux morceaux ? En soi, la question que Behringer avait soulevée en 1903 n'est toujours pas résolue. Pour la connaître, il va falloir attendre les premières simulations informatiques. On sait aujourd'hui que Météor Crater est le résultat d'une météorite de 50 mètres de diamètre ayant percuté la Terre à 10 km par seconde. Et dans l'intégralité des cas, les simulations montrent que le corps céleste en question est constamment pulvérisé. Le choc est tellement violent que la météorite est entièrement réduite en poussière lors de l'impact. Et comme la Terre est beaucoup plus massive et un petit peu plus rigide, c'est elle qui gagne. Voilà pourquoi on ne retrouve pas de grosses traces de météorites autour du cratère et dans le cratère. C'est parce que la météorite a été réduite en cendres, pulvérisée. C'est quand même plutôt ironique. Un cratère d'impact de météorite qui ne contient pas de traces de météorite. Et c'est justement l'absence de traces qui a permis de prouver que c'était bien une météorite qui a causé tout ça. Aujourd'hui, le Météor Crater n'est pas le seul cratère d'impact trouvé sur Terre. On en a découvert plusieurs centaines. Mais là où il se démarque, c'est sa conservation et sa jeunesse. Il n'a que 50 000 ans, contrairement au dôme de Vredefort qui, je le rappelle, est vieux de plus de 2 milliards d'années. Il est possible de visiter le cratère et c'est même devenu, au fil du temps, un lieu touristique très reconnu dans l'état de l'Arizona. Mais le nombre conséquent de touristes pourrait dans le futur détériorer l'endroit, et la communauté scientifique demande à mettre une possible préservation du site. On a là un des cratères d'impact les plus jeunes, les plus gros et les plus préservés du monde, ça serait quand même dommage de le foutre en l'air pour rien. Malheureusement, la communauté scientifique n'a aucun impact puisque la propriété revient toujours à la famille Behringer, qui d'ailleurs doivent quand même se faire un gros paquet de fric avec le tourisme. Et vu que ce n'est pas non plus la propriété de l'État de l'Arizona ou du gouvernement fédéral, ils n'ont pas le pouvoir d'imposer au cratère le statut de monument national. Cela dit, la famille Behringer est quand même assez sympa vu qu'elle a permis à la NASA, l'agence spatiale fédérale américaine, d'emmener leurs astronautes pour les missions Apollo dans les années 1960 et 1970, s'entraîner là-bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un pouce bleu et à lâcher un petit commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Allez, salut tout le monde.